Salut à tous et bienvenue à l'épisode 57 avec les lotos Soudal évidemment. Cet épisode va être marqué au fer rouge par Paris-Roubaix qui est l'objectif numéro 1 de la saison pour Tish Benoît. Et évidemment, avant et après, nous aurons droit à des petites réjouissances. Tour du Pays Basque, il reste 3 étapes à parcourir et des Ardennaises qui s'annonce plutôt sympathique. Donc, alors, le classement, il est pas vraiment décanté. On a vu que à l'étape 3, le coup avait été plutôt mal joué par Tim Wellens en ne prenant pas la roue de Kwiatkowski, ce qui veut dire qu'il y a une revanche là impérative sur les étapes 4 et peut-être 5, qui par contre ont des arrivées au sommet, alors que sur les étapes 1, 2 et 3, c'était des arrivées après une descente. Ça change énormément de choses, parce que ça veut dire que il faut se faire emmener convenablement, il faut préparer un petit peu tout ça, et puis ça s'adresse du coup plus à Michael Matthews. Michael Matthews, du coup, on va pas pouvoir gagner le général avec lui, c'était bel et bien Wellens le leader, surtout à partir du moment où Hirschi craque à un moment donné, je crois que c'est dans l'étape 3. Donc, par là même, Wellens désigné, il va falloir l'emmener convenablement. On voit Nibali qui, dans la dernière ascension, il y a plus de 10% par endroit, des endroits très très courts, mais il y a en tout cas des passages à 9-10% dans cette montée finale. Et je vais pas réagir dans un premier temps, je vais continuer à emmener Wellens avec Matthews, et puis par contre, quand Matthews est out, on va plutôt attendre une opportunité de prendre une roue. Vous voyez qu'on a quand même une petite chute dans le degré sur la fin de cette étape, donc sur la fin de cette côte. Donc on prend la roue de Kwiatkowski 2 fois, parce qu'une fois il est malin, le bougre. Il est malin, il a attaqué, il a vu qu'on l'a suivi, il a arrêté, il a réattaqué. Et derrière, hop, je me raccroche à Nibali, tout en sachant que les 2 poursuivants, là, Jangels et Kwiatkowski, ont sauté. Donc, non, Pinot, pardon. Et de ce fait, on se fait emmener par Vincenzo Nibali, qu'on saute relativement facilement. Faut dire que Nibali, s'il y a bien une note qui est mauvaise pour lui, c'est la note de sprint. Donc, avec Tim Wellens, on est à peu près certain de le sauter du moment qu'il reste un tout petit peu de barre, et c'est le cas. Donc, assez satisfaisant, puisque prise du maillot. Donc très bonne opération, voilà. On se retrouve avec une avance qui est totalement maigre au classement général, mais au moins on est devant. Et il va falloir venir le chercher, le Tim Wellens. Étape 5. Alors, sur l'étape 5, les pourcentages à la fin, ils sont beaucoup plus violents que sur l'étape 4. En fait, elle est vraiment belle, cette étape 5, elle est magnifique. Ce tour du Pays Basque, de toute façon, de manière générale, était pas mal du tout. Vous voyez, il y a plusieurs passages là qui sont noirs sur la carte. Donc vraiment costaud. On dépasse les 10%, on est même à des endroits à presque 13-14% là, notamment là, au moment où je parle. Voilà. Très très dur la toute fin. Alors, pourquoi est-ce que on n'est pas à l'arrivée là, mais on est en fait sur un circuit final. C'est pour ça que j'ai montré là ce passage. On est passé sur la ligne de l'arrivée. C'était la deuxième ligne, pas la première. Ça a son importance pour la suite. Et donc derrière, voilà, hop, on va avoir un petit parcours qui va nous emmener exactement au même endroit. Donc, mode Hirschi emmène Wellens ou Hirschi protège Wellens, alternance entre les deux. Sachant que Michael Matthews, là, on est sur des pourcentages qui ne sont pas pour lui, parce qu'en fait, dès qu'on dépasse un certain pourcentage, notamment 10%, en tout cas, c'est un petit peu 9-10%, c'est un peu la limite, j'ai l'impression, pour un Michael Matthews. Et c'est déjà pas mal, parce que surtout le reste, il est énorme. Là, du coup, c'est vraiment le job de Mark Hirschi d'emmener. D'ailleurs, il suffit de regarder qui est performant là sur ces zones. Thibaut Pinot, Vincenzo Nibali, Marc Soler, Davide Formolo. Tiens, c'est marrant, il n'y a que des gens, à part le Kvyat qui n'a que 74 en montagne, il n'y a que des gens qui ont
une bonne note en montagne, voire une très bonne note en fait. Hein. Donc ça a beau être classé vallon, c'est un peu pour un montagnard. On voit Thibaut Pinot là devant là qui s'est construit une petite avance. Il reprend un dernier échappé là et du coup il se retrouve un petit peu seul en tête. J'essaye de faire ramener avec la protection de Marc Hirschi. Il n'y a pas grand chose à combler, mais on est très près de l'arrivée. Marc Soler est dans la roue. Le Kvyat a pris un petit peu cher parce qu'il commence à être un peu trop difficile pour lui. On va sprinter et on n'arrivera pas à aller chercher Thibaut Pinot. C'est la deuxième ligne, hein, l'arrivée, voilà. La deuxième. Parce qu'à la première ligne, ça changerait des choses en fait au classement. Parce qu'il y aurait du coup pas les mêmes temps comptés pour certains. Non, c'est bel et bien la deuxième ligne. Voilà. Donc, est-ce qu'on a pu sauvegarder une avance raisonnable? Est-ce que la victoire finale est encore envisageable? Ce qu'on va voir de suite. Donc, Thibaut Pinot, ok. Toujours des bugs d'enregistrement, magnifique. Et Tim Wellens qui, oui, va conserver, pas de problème, avec une avance de 20 secondes sur Solaire. Je crois que c'est presque lui qu'il faut regarder en priorité parce que Solaire en contre-la-montre, il est pas moche. On a déjà vu, je me souviens de certaines épreuves là sur lesquelles il avait été mais monstrueux. Je crois que c'était un Dauphiné l'année passée ou des choses comme ça. Solaire client dans ces configs là, surtout que c'est un contre-la-montre de 18 km, mais en fait qui comporte plein de passages dont le pourcentage dépasse allègrement les 10%. Donc, pour moi, c'est assez évident. De toute façon, il suffira de regarder qui est devant à l'arrivée. 18 km, ça veut dire que vont être prises en compte la note de CLM et la note de prologue, parce que ce n'est pas un suffisamment long CLM pour qu'il ne soit comptabilisé que en tant que contre-la-montre. La preuve, de toute façon, elle est là. C'est que Hirschi fait un super temps. Hirschi 72 ou 71 en contre-la-montre. Donc à partir de là, la note de montagne, elle intervient, c'est certain. Et la note de vallon, évidemment, vous me direz, mais pas que, parce que vu les pourcentages, je vous dis, ça monte jusqu'à 15-16 à des endroits. En fait, le profil, comme il est allongé, puisqu'il est mis à la même échelle qu'une étape, par exemple, qui ferait 180 ou 200 km, le profil n'a pas l'air aussi violent qu'il ne l'est en réalité. C'est vraiment un contre-la-montre qui est abordable pour Wellens. On voit que au premier intermédiaire, il n'est pas ridicule. Kwiatkowski a pris cher entre le premier et le deuxième temps, et Wellens, en revanche, reste dans la course. Il est dans la course, en tout cas à une place où a au moins conservé son maillot au deuxième intermédiaire. Et vous voyez la zone noire là-bas à droite. Voilà, on va attaquer la montée finale qui est difficulté rouge au départ, noir sur le final. Voilà, on rentre dans le noir là. Donc très pentu, très délicat. Qu'est-ce que ça va donner? Je vous avoue, j'étais vraiment très dubitatif. Puis au final, ben voilà, ça va rentrer. Ça va rentrer. Donc de nouveau, pénibilité absolue sur mon enregistreur là. Désolé pour la perturbation. Pour une poignée de secondes, Wellens va s'adjuger le général, et puis de manière anecdotique, le classement par points, mais on s'en fiche totalement. Ce qui compte, c'est qu'il est allé chercher son tour du Pays Basque. Voilà, très grosse perf pour l'ami Wellens. Donc voilà, une très bonne chose de fait. Alors on passe au plat principal, c'est-à-dire Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, attention, en plus il y a de la pluie, vous voyez, le temps est dégueulasse, tant mieux, tout ça fait bien plaisir, parce que c'est encore mieux quand le temps est dégueulasse. Donc ça provoque des chutes, ça provoque plein d'incidents et tout, c'est ça qui est encore plus fun. Wout van Aert, d'ailleurs, a été victime d'une chute et d'une crevaison, coup sur coup, ce qui fait que il va y avoir du boulot pour rentrer. Je vais demander à Werlop de l'attendre, mais en fait Werlop va lui-même chuter ou crever, je sais plus. Bref, Van Aert va devoir se débrouiller tout seul,
Mais comme on était à 130-140 bandes de l'arrivée, ça va rentrer. Il n'aurait pas fallu que ce soit dans le final, évidemment. Il aurait consommé à ce moment-là toutes ses barres et ça aurait été terminé. Déjà que là, il en a bouffé pas mal. Donc on passe à la trouée d'Arambert, endroit mythique, situé à un tout petit peu moins d'une centaine de kilomètres de l'arrivée, donc pas non plus l'endroit où ça va se jouer, hein, mais en tout cas un endroit mythique, hein, tout simplement. Donc voilà, il suffit d'y aller pour voir la tête des pavés, on se rend compte de l'énormité du truc. Tige-Benoît est aux avant-postes. Il n'a pas souffert pour le moment. Je lui ai mis un 2 buts en protection, donc il est plutôt pas mal, surtout qu'on est sur du bon 2 buts ce jour-là. Les, les rivaux principaux sont là, hein. Il y a Peter Sagan, il y a Seb Van Mark, il y a Oliver Nassen. Tout le monde est plus ou moins là, et dans le final, ça s'excite un peu, il y a des attaques. Moi, je vais choisir évidemment le parti de ne surtout pas m'exciter. Il y a Stibar aussi, Stibar est dangereux. Il y a Dylan Van Barle qu'on avait vu. On va attaquer. Secteur que j'ai pris sous deux angles différents. C'est Mont-Saint-Pével. Alors là, c'est un endroit à 5 étoiles, hein, donc c'est un endroit en fait dans lequel il y a souvent une forme d'accélération de la part des favoris. Et cette accélération, elle est doublée aussi d'une grosse perte de barre lorsqu'on se retrouve à devoir faire les efforts tout seul en fait. Voilà. À partir de là, on s'en sort, allez, on s'en sort pas mal du tout. Par contre, on a perdu en route, on a perdu des équipiers, hein. Voilà, c'était le prix à payer. On voit que derrière, il y a un calme. C'est le calme après l'excitation du gros secteur. Donc Degenkolb est pas loin de rentrer en fait, hein. Il est pas très loin de rentrer, mais bon, de toute façon, s'il rentre, il va se faire éjecter dès que ça va se recompliquer, hein. Faut pas se mentir. Donc à partir de là, il y a des échappés. On a vu Lars Baum là, qui s'était échappé, qui a été repris. On va continuer, voilà, les petits enchaînements de secteurs pavés. On vient de voir là juste très furtivement Van Barle qui a crevé. Ça risque de lui être assez préjudiciable alors que c'est un client, hein. On a vu sur le Tour des Flandres notamment qu'il était bien dangereux, Dylan Van Barle, hein, donc assez intéressant le coureur là. Fait plusieurs fois, donc il n'y a pas de hasard, hein, quand vous les retrouvez comme ça coup sur coup sur plusieurs grosses courses, ça veut dire qu'on est en face d'un gars qui pourrait gagner en fait, hein. Voilà, il y a du National Bing, hein, gros lol en passant, hein, les National Bing de l'ami Christopher Froome, qui n'est pas là, avec donc en leader Florian Sénéchal. Et en lieutenant, il y avait Adrien Petit. Donc voilà, hein, les anciens Sky là, qui ont recruté du français. En tout cas, l'ancienne équipe Sky. Donc la nouvelle équipe Sky plutôt, pour être précis. Et là, on voit qu'on est tout simple, hein. Je prends pas de risque. Je protège Tige-Benoît avec Wout van Aert. Au moment même où Sénéchal s'en va avec Peter Sagan. Voilà, c'est d'un coup de bluff, hein. C'est je réagis seulement en effort curseur au lieu d'attaquer, parce que je me dis une chance sur deux pour qu'on revienne en fait. Voilà, on n'est pas tout seul, le travail peut être partagé, donc à partir de là, voilà, pas de souci. Il y a deux quick step, il y a Teuns, il y a l'ami Stibar, et Peter Sagan qui est pas au mieux là. Tiens, intéressant. Donc c'est maintenant que ça va se jouer. Voilà, c'est maintenant que ça va se jouer, tout simplement. Petite parenthèse, pour une fois j'ai triché, j'ai réanimé Peter Sagan, parce que sinon on aurait eu un Paris-Roubaix sans Peter Sagan. Donc je suis allé dans l'éditeur, et je lui ai tout simplement annulé sa blessure, parce que je voulais qu'il soit là. C'était déjà assez ralent en fait, que Peter Sagan ne soit pas parmi nos opposants dans le Tour des Flandres, hein, puisqu'il avait chuté et le pauvre s'était fait très mal. Donc il y avait eu abandon, il y avait une blessure qui durait assez longtemps. Donc je l'ai réanimé. Là, on a utilisé la trousse magique du docteur Ferrari pour ramener notre ami Sagan et ne pas se priver de sa concurrence. Attaque de Tige-Benoît. Voilà.
c'est aussi simple que cela. Je me suis dit qu'il fallait pas attendre. J'ai attaqué, il n'y a que Oliver Nassen qui nous a suivis, et on voit que derrière ça pioche. Derrière ça pioche, donc à partir de là on est pas mal. Il y a Van Aert qui est calé dans la roue de Seb Van Mark, au cas où ça reviendrait. Mais ça revient difficilement, et même Nassen se fait lâcher, donc en fait on trouve sur le scénario quasiment rêvé à Paris-Roubaix, c'est on rentre seul dans le vélodrome, enfin seul avec une vingtaine de secondes, hein, c'est pas non plus seul avec 5 minutes, mais vu la forme, c'est pour ça que là je reviens sur les mecs qui sont à l'arrière, vu la cadence de pédalage des uns et des autres sur l'arrière là, normalement ça revient pas. Normalement ça ne revient pas. J'étais environ là en effort, parce que j'étais au bout de la barre de Tige-Benoît, faut pas se leurrer. J'étais en effort 59, 60, 62, vers là, voilà. J'étais juste en train de gérer le petit 10% de barre rouge qui me restait. Il n'y avait plus de barre. Il n'y avait plus grand chose d'autre. Et donc, c'est la victoire tant attendue de Tige-Benoît à Paris-Roubaix. Ouf, ça fait du bien. Ça fait du bien, parce que celle-là, je l'attendais. C'est peut-être la plus belle. C'est peut-être la plus belle, et comme on peut le voir là sur ce petit ralenti, enfin ce petit replay, voilà, ça s'est vraiment joué sur le tout dernier secteur pavé, Waller Sahem. Voilà, il n'y a que Nassen qui nous suit. Et derrière, en fait, je roule à 88, là, je roule à bloc. Je roule à bloc parce que je me dis, de toute façon, si tu t'économises ou si tu prends la roue de Nassen, j'allais la prendre en fait, voilà. Vous voyez, j'étais juste à 2 doigts de la prendre parce que je voyais ma barre qui commençait à chuter dangereusement. Et puis, je me dis, mais non, si tu prends la roue de Nassen, ça va revenir derrière. Nassen, il est mort. Et derrière, ça se joue au sprint. Et le sprint, autant jeter une pièce en l'air. Donc voilà. Donc on a choisi cette option-là, et la suite, on la connaît. Amusant de voir que Sénéchal et Durbridge viennent compléter un podium, donc pire qu'inattendu. Bon, pourquoi pas. Et puis, derrière, petite respiration avec la flèche Brabanson. Une course, oh là là, beaucoup moins relevée, sur laquelle les favoris sont par exemple un Arnaud Démare, sont un Alexander Christophe. Et nous, on est venu très léger, hein, on repose les guerriers de Paris-Roubaix, on repose pas les équipiers, certains, vous voyez, il n'y a que lire, il y a 2 bus, mais je suis venu avec une idée en tête. Alors elle vaut ce qu'elle vaut, et puis on verra bien si ça aboutit ou pas, mais je suis venu avec une idée en tête, c'était d'essayer d'emmener Van Endert malgré les pavés. Voilà, j'avais envie de ça en fait. Et on va se rendre compte à 2 tours de la fin qu'il n'y a même pas moyen, de négocier. Le 57 en pavé de Van Endert ne supporte absolument pas les pavés, pourtant pas les pavés rouges de Paris-Roubaix, hein, c'est les pavés orange ou orange clair de cette flèche Brabanson. Donc des pavés même pas très délicats ont suffi pour le tuer en 2 ou 3 passages, quoi. Voilà, donc Van Endert, on oublie. Et du coup, celui qui est le plus en forme ce jour-là, parce que Collier est avec une bonne forme du jour, alors que De Bussereux est totalement à la ramasse. Donc je vais tout jouer sur Jens Collier. Après tout, hein, c'est sympa aussi de temps en temps de pouvoir essayer de tenter la chance avec un mec qui est pas du tout leader d'habitude. Dès lors, j'arrive pas à prendre la roue, c'est dommage. C'est dommage parce que j'aurais bien pris la roue de Arnaud Démare ou de Alexander Christophe. Mais pas possible en fait, pas possible. J'avoue ma petite surprise parce que normalement, sur ce type de parcours qui est déclaré comme globalement pleine avec pavé, mais pleine, on peut prendre normalement les roues à partir de 17 et quelques kilomètres de l'arrivée. Là, ça a toujours été impossible. Et puis j'ai raté le bon coup. Voilà, j'ai raté totalement le moment où c'est parti devant et où ça va aller évidemment au bout. On se fait aucune illusion. Voilà, derrière, ça pioche que Lire ne fera pas mieux qu'une 4e place. Dans le même temps, c'est Christophe qui vient chercher une 2e victoire à cette période. Il avait gagné déjà, il nous avait battu sur
les 3 jours de Bruges-La Panne. Voilà. Donc là encore, petite souffrance à l'enregistrement, mais on voit un tout petit peu, par exemple un De Vries qui vient compléter. Alors, Amstel Gold Race, Tim Willems, qu'est-ce que tu en penses? Oui, ben écoute, je pense qu'on est fort cette année. On arrive avec une équipe qui est vraiment très très forte. Pour moi, c'est la victoire ou rien, surtout après ce qui s'est passé l'an dernier. Oui, non, non, bah, je l'ai très mal pris. C'est vrai que l'an dernier, on m'a vraiment piqué ma victoire. Je comprends toujours pas. Bref, je veux plus en parler. Et aujourd'hui, bon, on est fort. Et puis je crois que cette année, c'est l'année pour Tige Benoît. Hein, on va pas se cacher. Hein. Donc à partir de là, avec le Coburg sur le final, je vais tout faire pour l'emmener. Hein, et puis voilà. Tige Benoît, ça vous dérange pas de devoir laisser? Non, 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 pas de problème. Pas de problème. On sait que cette année c'est lui, l'année prochaine c'est moi. Voilà. Donc les rôles sont bien répartis chez Lotto Soudal. Il n'y a pas de problème particulier. On est bien rodé. Alors qu'on voit que malgré une forme du jour, malgré un pic de forme hein, pour l'un comme pour l'autre, notamment, hein, et Van Endert aussi, ils ne sont annoncés qu'à +1. Bref, ça me fait doucement rigoler, mais c'est pas bien grave. Pas bien grave. Alors, premier passage du côté du... Enfin, c'est pas le premier en fait, c'est le deuxième. Il y en aura 4 en tout. Donc, tracé 2012, hein, on est sur le tracé qui a tant réussi dans la carrière de Philippe Gilbert. Ce tracé où le Coburg décide en finale du vainqueur. Hein. Donc, sur ce tracé-là, on peut évidemment craindre les Kwiatkowski, les Julien Alaphilippe. Si Peter Sagan était là, il serait à craindre. Je trouve ça vraiment dommage que l'IA ne l'emmène pas. Si je l'avais, moi je l'emmènerais bien évidemment, ainsi qu'à Liège, etc., même à la Flèche wallonne. Donc bon, pas de concurrence du côté de Peter Sagan. Les quick steps sont là, on a quand même du beau monde en face de nous, mais il faut être honnête. L'équipe que j'ai emmenée est très forte. Voilà. Quand on voit que je vais bientôt pouvoir faire rouler Wout van Aert, Mark Hirschi, Michael Matthews, Bettiol, Van Endert, ça va, il n'y a pas de quoi se plaindre. Donc là, on est vraiment dans des conditions optimales, non seulement pour l'Amstel, hein, mais aussi on le sera pour la Flèche et également pour Liège. On va pas se cacher, on est très très clairement favori. Hein. Ça n'aura pas été toujours le cas au fil de cette histoire avec Lotto Soudal, mais là on arrive à un point où sur ce type de course-là, on est très 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 armé. Kwiatkowski tente un départ avec en 3e position notamment Nibali derrière Jongels. Je ne réagis pas directement. Parce qu'on est suffisamment loin de l'arrivée pour se permettre de faire rouler précisément nos équipiers. Et devant, en plus, Kwiatkowski n'est pas relayé. C'est lui qui assure clairement. Il demande de passer, mais ça passe assez timidement. Ça ne passe pas vraiment d'ailleurs. Nibali est un peu fatigué. Jongels refuse de passer. Kvyat n'est pas content. Et derrière nous, évidemment, on va pas se priver. Voilà, allez boum, on y va. Maintenant, c'est parti, approche du final. On va donc se diriger vers un léger faux plat montant qui sera suivi d'une descente assez vertigineuse, puis de cette fameuse montée du Coburg et enfin les derniers hectomètres à plat pour sûrement un sprint entre punchers. Donc c'est parti, donc je muscle, là on est sur de l'effort collectif de 4 équipiers à 88 en relais. On voit même que d'ailleurs il y a un quick step, il y a Lorenz de plus qui est venu s'intercaler parce que les quick step roulent aussi énormément sur ces courses là et
souvent un quick step là, qui donne tout là sur le final pour essayer d'emmener quelqu'un qui ensuite à son tour emmènera à la Philippe. En général c'est Young Girls, hein, on n'échappe pas à la règle hein, sur cet Amstel. Du côté des National Bing entre guillemets, Kvyat il est un petit peu plus seul. On a vu Chavez pas loin là, il était un peu en embuscade, mais ça va être un peu dur pour lui ce type d'arrivée là, c'est quand même pas pour Esteban Chavez, faut pas rigoler. Voilà, j'aurais plus pensé moi à du Valgren ou comme ça, mais il n'était pas là, visiblement. Donc c'est parti, allez, on va enclencher, c'est là qu'il faut faire un effort maximal. Wellens va emmener Benoît malgré une petite difficulté apparente, mais bon en fait le jeu a pris en compte que Wellens avait parfaitement emmené Tish Benoît et l'affaire est dans le sac. Voilà. Donc, au final, ben, on n'est pas trop mal. On a atteint les objectifs fixés là dans cet épisode. Je vous dis à très très vite pour un épisode 58 dans lequel évidemment on traitera de la flèche wallonne, de Liège-Bastogne-Liège, ainsi que du Tour de Romandie. Puis ensuite il sera temps d'aller se focaliser sur un Giro où le jeune Mézec tentera un doublé soutenu par une équipe là encore plutôt sympathique. Je vous dis à très très bientôt, bye bye.